Kurt n'est pas le protagoniste inutile typique. Il est bien pire que cela, du moins jusqu'à ce qu'il découvre qu'il possède d'incroyables compétences cachées. L'histoire commence dans une petite ville lointaine où un monstre loup de rang S a attaqué. Et les villageois ont dépensé toutes leurs économies pour former un groupe d'aventuriers afin de sauver leurs vies inutiles. Le groupe s'appelle le Flaming Dragonfang et se compose de 3 courageux aventuriers. Et, vous l'aurez deviné, du perdant Kurt, qui n'a rien à faire là. Le monstre, bien sûr, s'attaque d'abord aux faibles et écarte Kurt du champ de bataille. N'ayant plus rien à se reprocher, les héros s'attaquent rapidement à la menace et soumettent la bête. 3 héros compétents sont Bandana, le ranger, Golnova, le guerrier ardent et Marleyfist, le soigneur. Juste après cet événement, l'équipe devient connue comme les héros qui ont arrêté une calamité. Mais qu'est-ce qu'un perdant impuissant fait dans une équipe de héros? Vous vous demandez peut-être. Eh bien, Kurt s'occupe de la tâche la plus difficile de toutes. Il s'occupe des tâches ménagères des héros pendant qu'ils partent sauver le monde. En gros, c'est une femme au foyer. Par exemple, lorsque les héros ne sont pas satisfaits de la nourriture, ils demandent à Kurt de leur préparer un meilleur repas. Cependant, cette fois-ci, Bandana mentionne que c'est la dernière fois qu'ils auront la cuisine de Kurt, car leur chef, Golnova, a décidé de virer son cul inutile du parti. Apparemment, il ne suffit pas d'avoir des talents de cuisinier pour faire partie d'un groupe réputé comme le leur, et Kurt est tellement incompétent qu'il ne peut même pas vaincre un slime tout seul. Les héros ont aussi d'autres raisons. Ils veulent devenir plus forts, et pour cela, ils doivent recruter un mage, car ils n'en ont pas dans leur groupe. Mais comme les lois de ce monde les empêchent d'avoir plus de 4 membres dans leur groupe, ils n'ont pas d'autre choix que de laisser partir Kurt. Kurt supplie Golnova de revenir sur sa décision, mais il reçoit un coup de pied dans le ventre. Aucun des héros n'a de pitié pour lui. Au contraire, ils se moquent de lui. C'est ainsi que Kurt est officiellement au chômage. Comme la plupart d'entre vous qui commentez, Bro est tombé. Et d'abord sur mes vidéos. Quoi qu'il en soit, n'ayant nulle part où aller, Kurt retourne en ville à la recherche d'un emploi et se rend dans un endroit appelé Hello Hello Workstation. Là, il est accueilli par une réceptionniste excentrique qui recueille ses informations personnelles, puis lui fait passer un test d'aptitude pour déterminer sa force et ses talents cachés. En général, le classement va de SS à D, mais lorsque les résultats de Kurt arrivent, il révèle qu'il a obtenu la note G à tous les tests qu'il a passés, ce qui signifie qu'il n'a absolument aucune compétence en matière de combat. C'est plus qu'embarrassant, mais la réceptionniste dit à Kurt de ne pas s'inquiéter. Elle est certaine qu'il existe des métiers que même un loser comme lui est capable d'exercer. De plus, il existe d'autres tests d'aptitude que Kurt peut passer, comme la forge ou l'alchimie, et elle l'encourage donc à les essayer au lieu d'abandonner. Malheureusement, les techniciens nécessaires à ces tests sont actuellement en pause et Kurt devra donc attendre la semaine prochaine pour les passer. Sachant que le jeune a besoin d'argent, la réceptionniste décide de lui confier un travail de construction et l'envoie dans la ville voisine comme ouvrier pour aider à réparer les murs d'enceinte de la ville. Kurt part immédiatement à la rencontre d'un recruteur, qui est très déçu que le poste de travail lui ait envoyé un enfant aussi mal nourri. Mais comme son équipe est à court de personnel, il ne se plaint pas trop et confie à Kurt la tâche de faire du ciment sur le sol et de réparer les murs avec ce ciment. Kurt décide de consacrer son mana à la consolidation du ciment, bien que le recruteur n'ait rien mentionné à ce sujet, et se met au travail. Le recruteur revient 3 heures plus tard et est absolument stupéfait d'apprendre que Kurt a réparé tout seul un tiers du mur ouest. Kurt n'avait aucun équipement, ce qui amène le recruteur à se demander comment ce gamin a fait. Kurt explique le processus, mais le recruteur n'y comprend toujours rien. Quoi qu'il en soit, comme Kurt est plutôt doué, le recruteur décide de l'engager définitivement et lui donne une bonne somme d'argent en guise de paiement, en disant qu'il a reçu une prime pour sa performance. Cela encourage Kurt à donner le meilleur de lui-même. Au cours des 3 jours suivants, il répare seul les murs ouest et nord, mais le recruteur, au lieu d'être impressionné, s'irrite et le licencie.
Il explique que les réparations des murs sont destinées à donner du travail à ceux qui ont des difficultés financières et que si Kurt continue à travailler ici, il n'y aura plus d'emploi pour eux. Le recruteur estime que Kurt a des compétences de travail de rang SS. Il lui conseille donc de trouver du travail dans la capitale et le renvoie avec le paiement de la journée. Kurt ne comprend pas si le commentaire du recruteur était sincère ou s'il s'agissait d'une simple flatterie. Il se rend donc au poste de travail et demande conseil à la réceptionniste. Les techniciens n'étant pas encore arrivés, il devra attendre encore quelques jours avant de passer son test d'aptitude. Mais une opportunité d'emploi se présente sous la forme d'une femme nommée Yulichia, qui a désespérément besoin d'un mineur. « Attends, c'est toi, Drake. » Blague à part, Kurt approche Yulichia en affirmant qu'il a déjà travaillé dans les mines par le passé. Yulichia ne veut pas embaucher un enfant maigre et sans défense, mais en même temps, elle n'a pas assez d'argent pour embaucher un nain costaud. Seize Option étant limitée, elle décide d'engager Kurt. Alors que Kurt part avec Yulichia, la réceptionniste apprend que Kurt a été payé 200 pièces d'or par le recruteur de la construction et se demande comment cela est possible. Perdant l'équilibre, elle trébuche sur un tas de sacs de sable servant à mesurer la quantité de mana d'une personne. Son associé lui explique que plus une personne possède de mana, plus ces sacs sont lourds. Mais le problème est que personne n'a jamais été capable de les activer. Alors, elle les considère comme inutiles et demande à la réceptionniste de les déplacer à l'extérieur. Alors que la réceptionniste essaie de prendre l'un des sacs, elle remarque qu'il est devenu plus lourd. Se souvenant que Kurt en avait soulevé un plus tôt, elle réalise qu'il possède une bonne quantité de mana, peut-être même trop. Pendant ce temps, Kurt et son employeur, Yulichia, voyagent dans les montagnes. Au coucher du soleil, Yulichia emmène Kurt à son campement. Comme il n'y a qu'une seule tente, elle demande à Kurt de la partager avec elle pour la nuit. Mais Kurt refuse, disant qu'il ne se sentira pas à l'aise s'il reste trop longtemps avec une jolie femme comme elle. Il mentionne même subtilement qu'il n'a jamais vu quelqu'un d'aussi beau qu'elle, même après avoir voyagé à travers le monde, ce qui la fait rougir comme une tomate. Elle suppose qu'il essaie simplement de la flatter puisqu'elle ne se considère pas comme mignonne. Changeant de sujet, elle lui donne une pomme de terre bouillie pour le dîner. Kurt est étonnamment heureux, car cela fait longtemps que personne n'a cuisiné pour lui, même s'il ne s'agit que de faire bouillir une pomme de terre. Ils mangent ensemble, et Kurt est d'autant plus heureux d'être traité comme un égal que les membres de son ancien parti n'avaient jamais eu l'habitude de manger avec lui. Il apprécie beaucoup la cuisine de Yulichia et lui fait plusieurs compliments. Je suppose que cela a quelque chose à voir avec ce qui se passera quelques instants plus tard à l'intérieur de la tente. Plus tard dans la nuit, Kurt essaie toutes les méthodes connues de l'humanité pour dormir, mais ne parvient pas à fermer l'œil. Il se demande si Yulichia est également réveillée et se retourne pour découvrir qu'elle dort profondément et que son trésor est grand ouvert. Kurt est choqué par ce spectacle et manque de crier avant de se reprendre. Il se lève rapidement avant que la situation ne devienne incontrôlable et se demande si Yulichia n'est pas trop naïve pour faire confiance à un étranger. Alors qu'il sort, Yulichia ouvre les yeux, ce qui signifie qu'elle était éveillée depuis le début. Elle nous révèle alors qu'elle a fait exprès de ne pas mettre de vêtements pour vérifier si Kurt était le genre d'homme qui essaierait de profiter d'elle. Maintenant qu'elle a déterminé que c'est un bon gars, elle peut passer toute la semaine avec lui sans inquiétude. Elle mentionne également qu'elle le trouve mignon, ce qui lui donne envie de le taquiner à son tour. « Madame, êtes-vous sûre de vouloir engager un mineur avec un O ou vouliez-vous en engager un avec un E ?» Le lendemain matin, Yulichia se réveille, sort de la tente et trouve Kurt encore endormi, réalisant qu'il est resté dehors dans la nature toute la nuit. Elle remarque que son peignoir est posé à côté, avec un bouton cassé qui a été réparé, ce qui l'amène à se demander si elle n'a pas embauché la mauvaise personne pour ce travail, parce qu'il a l'air d'être beaucoup trop poupon pour travailler comme mineur. Quoi qu'il en soit, elle le réveille et lui dit de se préparer car ils vont à nouveau s'aventurer dans les montagnes. Elle lui dit aussi qu'ils doivent extraire suffisamment d'or pour en gagner au moins 10 avant la fin de la semaine.
Kurt lui demande si elle a décidé de l'endroit où ils vont creuser, ce à quoi elle répond que non, mais qu'elle préférerait un endroit proche de leur campement. Kurt ne pense pas que creuser au hasard soit une bonne idée, car les chances de trouver des minerais rares ou des minerais tout court sont extrêmement faibles. Il semble que Yulichia ait acquis ses connaissances en matière d'exploitation minière en jouant à Minecraft, et qu'elle ne sache pas comment les choses fonctionnent dans le monde réel. Kurt l'éduque donc, et se charge ensuite de trouver un endroit approprié. Après avoir fouillé la région, Kurt trouve une carrière et commence à creuser. Au bout de quelques minutes, il découvre un rocher qui, selon lui, contient des minerais. Il la brise en utilisant le côté opposé d'un marteau, révélant plusieurs cristaux de pierres précieuses à l'intérieur. Chacun de ces cristaux peut facilement se vendre pour environ 3 or, et comme il y en a déjà plus de fours ici, cela signifie que Yulichia a déjà atteint son objectif de 10 or pour la semaine. Mais il ne faut jamais refuser la fortune lorsqu'elle frappe. Yulichia dit donc à Kurt de continuer à creuser. Quelques heures seulement s'écoulent avant que Kurt n'extrait toutes les pierres précieuses de la carrière. Yulichia suggère de toutes les vendre, mais Kurt n'est pas d'accord et lui dit que ces pierres sont beaucoup plus petites que les premiers cristaux qu'il a extraits. Il pense qu'il serait préférable de transformer les plus petits en cristaux magiques. D'après ce que Yulichia sait, il y a moins de 10 artisans magiques dans tout le royaume capables de fabriquer des cristaux magiques, et même le plus petit prend plus d'1 heure. Mais Kurt y parvient instantanément, ce qui laisse Yulichia bouche bée. Il le fait remarquer à Kurt, mais ne le soupçonne pas d'avoir un talent particulier. Il suppose que les artisans magiques utilisent une technique divine pour fabriquer les cristaux magiques. Yulichia se rend compte qu'ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde, mais elle ne prend pas la peine d'éduquer cet imbécile patenté et le laisse travailler tranquillement jusqu'à la fin de la journée. Le soir, Yulichia décide de retourner à la ville pour échanger les matériaux collectés par Kurt. Alors que Kurt propose de rester au campement pour s'occuper des tâches ménagères, plus tard, en ville, Yulichia est interrogée par les chevaliers parce qu'elle n'a pas de documents vérifiés prouvant où elle a obtenu les cristaux magiques, ce qui la rend suspecte. Ne voulant pas dénoncer Kurt, Yulichia joue sa carte cachée en montrant un emblème aux chevaliers, révélant qu'elle est une aventurière servant directement sous la famille royale, alors qu'en réalité, elle servait sous leurs ordres autrefois. Quoi qu'il en soit, elle utilise ce privilège pour convaincre le chevalier de la laisser utiliser un portail de téléportation, car elle souhaite se rendre d'urgence à la capitale royale. À son arrivée, Yulichia se rend dans une boutique pour vendre les cristaux magiques et apprend du commerçant que ceux-ci contiennent 10 fois la quantité habituelle de mana, ce qui les rend chacun d'une valeur de 10 pièces d'or. Au total, Yulichia gagne 500 pièces d'or en les vendant tous. Avant qu'elle ne parte, le commerçant lui conseille de ne pas vendre ses cristaux ailleurs, car d'autres pourraient la tromper. Elle s'enquiert également de l'artisan qui les a fabriqués, estimant qu'une personne avec un tel niveau de compétence devrait travailler directement pour le royaume. Mais Yulichia, refusant de révéler l'identité de Kurt sans sa permission, refuse de répondre. Le commerçant ne cède pas et lui ordonne, en tant que mage de la cour royale, de révéler qui est l'artisan. Mais Yulichia refuse toujours, alors le commerçant lui fait une dernière proposition. Ils veulent faire de Kurt un directeur et un comte honoraire pour le royaume, complètement abasourdi. Yulichia se précipite à l'atelier, frappant le comptoir de 16 mains et exigeant des réponses de la réceptionniste. « C'est qui ce type, bon sang ?» Abusant de son autorité, Yulichia extrait les informations passées de Kurt auprès de la réceptionniste et n'en croit pas ses yeux en voyant qu'il a obtenu un rang G à son test d'aptitude. Quoi qu'il en soit, elle remet les 500 pièces d'or à la réceptionniste, lui ordonnant de les déposer sur le compte de Kurt. Avant de partir, elle lui interdit également de révéler la moindre information concernant Kurt à qui que ce soit. Yulichia retourne ensuite au campement pour découvrir que Kurt a, d'une manière ou d'une autre, transformé tout l'endroit en une ferme en moins d'une journée. Sérieusement, c'est qui ce type? L'instant d'après, nous voyons le groupe des crocs de dragons enflammés lutter contre une créature gigantesque. Golnova demande à être soignée après avoir été blessée au combat, mais Marlifus ne peut tout simplement pas le faire. Alors qu'il bloque les attaques de l'arbre maléfique,
Le chef demande si le nouveau venu ne peut pas utiliser la magie du feu, mais le garçon se plaint que Golnova lui-même a dit qu'il en était capable. Entendant la dispute depuis l'extérieur, Bandana se dit que ce groupe est fini. Par la suite, Kurt est choqué d'apprendre qu'ils veulent qu'il devienne le directeur du laboratoire royal de technologie magique, ce qui signifie qu'il recevra un traitement noble. Yulichia explique que la personne à qui elle a demandé d'évaluer les cristaux magiques est un mage de la cour royale. Kurt reconnaît qu'il s'agit d'une excellente offre, mais il finit par la décliner. Intérieurement, il se dit qu'il ne se voit pas dans un rôle qui le place au-dessus des autres, en plus de se sentir mal pour les crocs de dragon enflammés. À l'extérieur, il fait valoir à son ami que son rôle principal est de travailler là, puis lui demande si la vente des cristaux a suffi à couvrir les taxes. Elle répond qu'elle les a vendus très cher, mais que ce n'est pas elle qui les a créés. En fait, elle a pris un peu d'or en guise de frais de dossier et a déposé le reste sur le compte de Kurt. Il pense que ce n'était pas nécessaire, mais Yulichia insiste, car elle se sentirait trop coupable d'accepter une telle somme. Quoi qu'il en soit, la femme envisage de poursuivre l'exploitation de la mine et compte sur le jeune homme pour la soutenir dans cette entreprise. Kurt est immédiatement enthousiaste, d'autant plus qu'il a trouvé hier ce qui semble être une veine minérale prometteuse. Cependant, la patronne s'inquiète du nombre d'heures de repos du jeune homme, qui l'informe qu'il a dormi 6 heures. À son grand étonnement, puisqu'il a construit une maison tout seul et qu'il a dormi si peu, Kurt pense qu'elle est contrariée parce qu'il a trop dormi, étant donné qu'il ne dormait que 4 heures par jour avec les crocs de dragon enflammés. Il lui promet donc de rattraper son excès de sommeil. Après leur conversation, Kurt emmène la femme dans une région qu'il estime propice à l'exploitation minière. Yulichia avoue qu'elle ne voit rien de spécial, alors il lui explique que, vu la topographie de la montagne, il doit y avoir un gisement de minéraux en dessous, mais que Yulichia ne doit pas creuser à plus de 50 mètres de profondeur. Comme elle pensait qu'ils allaient creuser ensemble, l'employé explique qu'il a l'intention de creuser autour de l'endroit où il a trouvé le gros cristal hier. Quelques heures plus tard, la patronne trouve une topaze de grande valeur et hurle de joie, estimant qu'elle doit valoir environ 3 pièces d'or, d'autant plus que Kurt la transformera en cristal magique gratuitement si elle le demande, ce qui l'aidera à atteindre son objectif. Dans cette optique, elle ressent une étincelle de passion pour le mineur, mais se réprimande rapidement pour repousser ce sentiment. Le sourire aux lèvres, Yulichia suit Kurt, s'imaginant qu'il a déjà construit un tunnel minier entier. En effet, l'enfant a simplement construit une mine entre-temps. Yulichia entre et remarque la luminosité excessive, puis se demande s'ils n'ont pas besoin de lanterne à cause de la mousse qui brille. Quoi qu'il en soit, elle panique en réalisant que le tunnel est immense, d'une manière surréaliste, et qu'il était censé être impossible pour ce gamin de réussir à ouvrir un tunnel aussi grand en si peu de temps. C'est à ce moment-là que le gamin en question arrive et se lamente de n'avoir extrait que des pierres inutiles, ainsi que de petits fragments du minerai qu'il recherche. Yulichia jette un coup d'œil aux pierres inutiles, mais reconnaît qu'elles sont plutôt jolies. Kurt est d'accord, mais comme elles sont nombreuses, ces pierres de mithril n'ont pas beaucoup de valeur. En entendant ce nom, le patron est incrédule, car le mithril est non seulement plus précieux que l'or, mais aussi plus cher que le platine. Curieusement, Kurt mentionne que ce produit est si courant dans son village d'origine que les gens le jettent. Surprise, Yulichia lui demande quel minéral il cherchait, et il répond qu'il s'agit d'orichalque. La femme rappelle qu'il s'agit du légendaire minéral connu sous le nom de métal des dieux, et qu'elle ne savait même pas qu'il existait dans cette montagne. Tenant un échantillon, Kurt mentionne qu'il est possible d'extraire cette chose n'importe où, mais seulement si l'on peut creuser très profondément dans le sol. Ne sachant que penser, la femme demande si ce type a réussi à creuser autant en Aether et s'il est remonté à la surface. Il répond par l'affirmative, comme si c'était la chose la plus simple du monde, et que non seulement il a ouvert le trou, mais qu'il l'a aussi refermé, parce qu'il était trop dangereux de le laisser ouvert. Cela dit, elle observe attentivement les alentours et constate que l'employé a traversé toute la montagne avec son tunnel. Enfin, 2 jours plus tard,
Kurt termine l'extraction et retourne à Samala avec Yulichia, et le tunnel qu'il a ouvert a pu relier cette ville à la ville du seigneur Takon. Yulichia permet donc aux membres de la guilde des marchands de l'utiliser en échange d'une taxe de maintenance, et la femme pourra couvrir les taxes avec cet argent. À un moment donné, alors qu'il marche dans la rue, Kurt est abordé par Bandana, qui lui dit qu'elle ne fait plus partie des crocs de dragons enflammés après que plusieurs choses se soient produites. Elle se souvient qu'un jour, Gulnova a mangé dans un restaurant populaire et qu'il est parti sans payer l'addition parce qu'il trouvait la nourriture épouvantable. Lorsqu'il a rencontré Bandana dans la rue, il a voulu savoir s'il restait de la viande fumée que Kurt avait préparée, mais elle se souvient que le chef d'équipe a tout mangé. Entendant cela, l'homme pointe son épée sur la subordonnée et lui ordonne de ramener le gamin, et qu'il n'y a pas de mal à le blesser un peu s'il refuse de cuisiner. Calmement, Bandana assure qu'elle fera ce qu'elle peut et, grâce à sa rapidité, elle emprunte le cristal de téléportation au chef sans rien demander. En sortant de la ruelle où elle a trouvé Gulnova, elle aperçoit des gardes qui le recherchent à cause des problèmes du restaurant et se dit que Marlifus a eu de la chance d'être appelé par l'église. En fin de compte, elle avait raison. Le groupe a fini par disparaître et Bandana décide de ne rendre visite au chef que lorsqu'elle en a envie. En y réfléchissant, Bandana décide de mettre toute l'affaire de côté et de dire simplement qu'elle a été renvoyée, car elle ne veut pas que sa cible de surveillance soit mêlée à ce désordre non plus. En entendant cela, Kurt regrette de ne pas pouvoir retourner au croc de dragon dès maintenant. Après tout, il admire beaucoup Gulnova et se sent profondément redevable envers lui. Finalement, Bandana mentionne qu'elle connaît quelqu'un d'un atelier qui a besoin d'aide. D'après elle, il n'y a que 15 Atelier Meisters ayant une autorisation officielle dans le pays. Et l'un de CIS, personnages importants, a des problèmes. Il serait utile que Kurt lui donne un coup de main. Surpris et ravi d'être considéré comme utile, le jeune homme accepte avec empressement d'aider. Et la femme lui donne l'adresse, l'incitant à se précipiter vers l'endroit. Laissé seul, Bandana se dit qu'être l'apprenti du grand sage n'est pas une mince affaire. Sur le chemin de la mission, Kurt se souvient que les ateliers connus sous le nom d'Atelier sont des installations qui produisent et vendent principalement des médicaments, des épées magiques, des appareils magiques et d'autres objets similaires. Le chef d'un Atelier officiellement sanctionné est connu sous le nom d'Atelier Meister et est autorisé à développer CS Curiosité et est traité comme un vicomte en termes de statut. Honnêtement, le garçon n'avait aucune idée qu'une telle personne existait dans cette ville. Bientôt, il arrive à l'adresse inscrite sur le papier que Bandana lui a donné. La maison semble tout à fait ordinaire, mais une pancarte indique « Atelier Ophelia ». Lorsqu'il frappe, c'est une très jeune fille, sûrement trop jeune pour être considérée comme un maître, qui ouvre la porte. Devant le visage étonné de l'humain, la jeune fille pense qu'il agit ainsi parce qu'il n'a pas l'habitude de traiter avec des elfes, alors le garçon lui explique que ce n'est pas le CA et lui demande si elle est le maître de l'Atelier. Elle lui répond qu'elle n'est que Michelle Lalakada, l'assistante du patron. Kurt dit qu'il est venu aider sur la recommandation de MSL Bandana et l'assistante, ravie d'avoir enfin de l'aide, l'entraîne à l'intérieur. Arrivé sur le lieu du litige, Kurt se pince le nez à cause de l'odeur nauséabonde qui s'en dégage. Il s'avère qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour nettoyer la cuisine, et Kurt grimace amèrement en réalisant qu'il ne serait jamais considéré comme utile pour aider directement l'Atelier. Michel est ensuite appelé par le patron, laissant le garçon seul avec le désordre. Sans hésiter, il se frappe la poitrine, enfile un tablier et nettoie tout en 30 minutes. Ne sachant que faire ensuite, il suit le chemin emprunté par Michel et se lance à sa poursuite, jusqu'à ce qu'il frappe à une porte où il reçoit l'autorisation d'entrer. Mais à l'intérieur se trouve une fille portant des vêtements plus petits que ceux qui est appropriés. Confuse, elle lui demande qui il est, et Kurt se présente en sursaut, s'excusant d'entrer dans ces circonstances. Sans s'en préoccuper outre mesure, la dame l'informe que Lady Ophelia est partie au sous-sol. C'est alors que Kurt remarque une marque de malédiction sur le ventre de la jeune fille et demande à la voir de plus près. Avec sa permission,
Il touche la marque et constate qu'elle ne ressent aucune douleur, sans doute parce que la malédiction l'a tellement consumée qu'elle ne la sent presque plus. Au moins, son estomac fonctionne encore, car il grogne de façon inquiétante. Kurt lui propose donc de lui préparer un repas léger. Arrivé dans la cuisine, il se rend compte qu'il a touché le corps d'une femme nue et rougie, ce qui le fait trébucher sur un tabouret au milieu du chemin et tomber face contre terre. Pendant ce temps, Yulichia est en réunion avec son ami du tribunal et veut savoir quelle serait la valeur de l'objet. La jeune fille aux cheveux violets propose 50 000 pièces d'or pour le mithril et l'orichalque, ce qui fait transpirer la femme d'affaires à cause de la somme d'argent mentionnée. Elle demande à Mimiko ce qui se passera s'il découvre l'existence de Kurt, et Mimiko répond sans détour que le garçon pourrait facilement être kidnappé ou même tué. Honnêtement, elle n'a aucune idée de comment un enfant aussi monstrueux a pu rester anonyme aussi longtemps. Yulichia mentionne qu'il a été renvoyé des crocs de dragon enflammés, ce qui rappelle à Mimiko que le chef de ce groupe est recherché par les autorités. Elle veut savoir ce que son ami compte faire du garçon à partir de maintenant, et Yulichia espère le placer au poste d'atelier Meister, car il vaut mieux limiter ses actions que de le faire sortir du lot. D'ailleurs, elle-même souhaitait être engagée comme garde, mais ne sait pas comment le lui faire accepter, car le garçon n'a aucune idée de ses capacités réelles. En parlant du garçon, Kurt préparait tranquillement le repas jusqu'à ce qu'il remarque l'arrivée de Michel accompagnée d'une grande femme, et tous deux sont impressionnés par la propreté de la cuisine. Il lui demande si elle est Lady Ophelia, ce qu'elle confirme. Le garçon s'excuse d'avoir utilisé la cuisine sans permission pour préparer ce porridge, expliquant qu'il y avait une fille dans l'arrière-boutique qui avait faim. Surpris qu'il ait rencontré la jeune fille, le maître lui fait comprendre qu'il ne doit parler d'elle à personne, et Kurt promet de se taire. Ophélie lui verse alors une somme généreuse pour le service d'aujourd'hui et lui demande de revenir demain à la même heure. Lorsque Kurt part, le maître regrette d'avoir permis à cette fille d'entrer en contact avec des étrangers, car elle doit tout faire pour empêcher la malédiction de s'aggraver. Ensuite, Ophélia se rend dans la chambre de ladite fille avec le repas et lui demande de ne pas ouvrir les rideaux comme elle était en train de le faire à ce moment précis, car quelqu'un pourrait la voir. Remarquant que les vêtements de la jeune fille sont trop amples, le maître s'agenouille pour voir comment elle pourrait ajuster le pyjama jusqu'à ce qu'elle entende le ventre de la jeune fille gargouiller bruyamment et éclate de rire. Puis, elle se lève pour vérifier si sa nourriture est empoisonnée, mais la jeune fille pense que ce n'est pas nécessaire, comme si c'était ce garçon qui l'avait préparé. Son intuition lui dit qu'il a bon cœur et ne ferait de mal à personne. Elle se dit qu'elle est déjà détruite à cause de la malédiction et qu'un poison ne serait plus nécessaire pour l'achever à ce stade. D'ailleurs, ne sachant pas qui lui a lancé cette malédiction, la jeune fille avoue avoir passé sa vie à se méfier de tout le monde, mais aujourd'hui, au moins, elle aimerait pouvoir faire confiance à quelqu'un jusqu'au bout. Cela dit, elle sent le parfum délicieux du porridge et imagine que le cuisinier a dû y ajouter des herbes. Dès la première cuillerée, elle tombe amoureuse de la saveur et sent son cœur se réchauffer. Voyant que tout va bien, Ophélia est soulagée et se dirige vers la porte, jusqu'à ce que la petite fille commence à s'étouffer et s'effondre au sol. Pensant que la nourriture était bel et bien empoisonnée, Ophélia commence à se blâmer pour sa négligence. Ressentant une haine profonde envers Kurt, la maîtresse se précipite pour chercher l'antidote, mais Lys se relève et affirme avoir été guérie pour une raison inconnue. En effet, la marque de la malédiction avait complètement disparu, ce qui laisse Ophélia extrêmement confuse. Sans tarder, un homme en robe noire se lamente auprès de son supérieur, car la malédiction a été brisée, et il promet de la reformuler. Cependant, son supérieur lui dit qu'ils n'attendront pas cela et qu'ils ont déjà décidé de recourir à d'autres moyens. Après tout, Lady Liselott doit mourir par tous les moyens nécessaires. Au milieu de tout cela, Ophélia rend visite à Mimiko, compte tenu de la gravité de la situation, et remarque la présence de Yulichia, l'ancienne aventurière de la famille royale. Lady Liselott enlève sa capuche, et Yulichia ainsi que Mimiko s'agenouillent aussitôt devant la présence illustre de la troisième princesse.
Mimiko pensait qu'elle était malade, mais Ophélia explique que la princesse a été maudite par quelqu'un qui voulait sa mort, car Lys est la seule fille née de Sa Majesté royale et de la princesse Françoise, la femme qu'il a épousée venant de l'Est, de l'Empire Gurumaku. Ainsi, l'existence de Liselott est un symbole de paix entre ces deux nations. Yulichia en déduit que quelqu'un souhaite détruire cette relation pacifique. Et Ophélia ajoute qu'avec la fin de la guerre de leur nation contre celle du Nord, il y a certainement des gens qui aimeraient provoquer un nouveau conflit. Mimiko enlace la princesse avec joie en voyant qu'elle va bien, et Lys espère pouvoir compter sur l'aide de ses amis pour découvrir qui lui a lancé la malédiction. À ce sujet, Mimiko assure que sa loyauté va à la princesse et à sa défunte Altesse Françoise. Sur ce, elle est surprise que Lys ait réussi à briser une malédiction aussi puissante, et la souveraine partage avec joie que tout cela a été possible grâce à un homme nommé Kurt, ce qui laisse Mimiko et Yulichia stupéfaites.